Vous connaissez Mickey Mouse. Bon. Bien, si ça c'est H+, et ici vous avez l'oxygène. Voilà. Et l'oxygène a 2 électrons qui cherchent à capter d'autres électrons, donc elle fait alliance avec l'électron de l'hydrogène, qui est libre. Elle en prend 2. Voilà. Et donc on se rend compte que dans H2O, vous avez plus 2 électrons. Donc vous avez de l'énergie dans l'eau. Et la nature, en permanence, elle va utiliser cette énergie. C'est celle qui me fait vivre, c'est celle qui vous fait vivre, c'est celle qui fait vivre toutes les plantes et qui fait fonctionner tout l'écosystème. Et donc, quand elle construit une feuille, elle démolit de l'eau, voilà, et elle prend 2 électrons, plus de l'hydrogène, plus de l'oxygène. Elle utilise tout. Et elle va être capable de recycler l'intégralité de cette énergie par 2 réactions complémentaires qu'on appelle la photosynthèse et la respiration. On est mort de peur, on a trouvé de l'énergie en pagaille et on pense qu'il va se mener la guerre de l'eau. Parce qu'il n'y a pas que moi qui a compris ça. Et donc toute l'énergie, elle est inépuisable et gratuite dans l'eau. Alors si vous vous intéressez à l'eau, vous allez aller très très loin. Si vous faites passer de l'eau dans des nanotubes de carbone, eh bien vous produisez plus d'énergie que vous n'en consommez et vous avez un bilan net sur l'énergie produite. Alors imaginez beaucoup de nanotubes de carbone et vous avez de l'énergie à l'infini. Et donc le grand débat va être de préserver l'eau, sa qualité et sa quantité. Et ça, c'est le débat qui démarre. On est très très inquiet sur l'eau. Alors, du coup, on avait des agriculteurs qui se posent plein de questions, qui se disent, eh ben moi, je vais être obligé de produire plus, sans polluer, une agriculture de bonne qualité, une nourriture saine, qui améliore la santé des gens, qui préserve les ressources, qui a peu de ressources fossiles, qui va stocker du carbone dans les sols, qui va diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre et qui va générer du revenu. En fait, quand vous vous intéressez au gaz à effet de serre, vous trouvez ça. On vous parle d'analyse de cycle de vie. Et donc, on vous dit, tiens, on va analyser tous les points, la voiture, elle a consommé combien de CO2 au cours de sa vie. Et on vous dit que c'est un cycle de vie d'un produit. Donc ça, c'est un langage mensonger. Parce que ça n'existe pas, un cycle de vie. Donc on s'est rendu compte que quand on décortique un cycle de vie, il y a toujours un point de départ qui est une mine et un truc à la fin qui s'appelle une poubelle, chez Séché Environnement en Bretagne par exemple, ou à la Cita, ou je sais pas où, et ça s'appelle un centre d'enfouissement de déchets ultime. Et que donc tout ce qui est artificiel est soumis tout au long de sa chaîne de transformation et d'utilisation à des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'énergie fossile. Et donc, il est normal que si on te dit que le CO2 est responsable du réchauffement climatique, qu'on demande à tout le monde de baisser les émissions. Parce que dans ce monde-là, on ne recycle réellement pas grand-chose. Même quand je tire la chasse d'eau, ça finit à la mer. Et donc, on est inquiet des raisonnements qui arrivent pour les gens. C'est-à-dire que dès qu'on vous parle de cycle du carbone, d'analyse de cycle de vie, c'est un langage mensonger d'un industriel ou d'une institution qui veut à tout prix, je ne sais pas quoi faire, peut-être la mondialisation. Et donc, on se rend compte que notre cycle, ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le CO2, il ne pose jamais de problème, l'énergie non plus. Et on se rend compte que finalement, on va faire de l'agroécologie. Voilà. Et donc, on a redéfini ce terme pour les paysans. L'agroécologie, le mot agro, ça vient du grec ancien qui signifie le champ, aguerre ou agros, le champ. Donc je suis paysan, je suis dans un champ. On va bien. On s'occupe de la deuxième syllabe. J'apprends à lire agroécologie, simple. Et du coup, éco, oikos, la maison. Mon champ est une maison. Et logie, c'est logos, la science, la connaissance.
C'est-à-dire, c'est l'intelligence, la science, la connaissance que je vais appliquer à faire fonctionner mon champ maison, qui héberge la plus grande biodiversité du monde. 60% de toute la biodiversité de votre monde est dans le sol. Ça veut dire que c'est une super maison, où tout le monde collabore à recycler les éléments, c'est-à-dire du NPK. Et donc, on s'était intéressé au climat, et voilà ce qu'on va trouver. Pourquoi des arbres sur la planète? Et ça, c'est super intéressant. Quand j'ai un champ agricole et que je vire le paysan parce qu'il ne sait pas cultiver, parce qu'il laboure la terre, eh bien, qu'est-ce qui pousse? D'abord des mauvaises herbes, puis une prairie, puis des taillis, puis une forêt. Et en fait, la nature est têtue, systématiquement, elle envoie une forêt. La question, c'est pourquoi des arbres? En fait, les arbres, ils nous ont mis le pied dans le problème de l'eau. Et donc, un arbre en hiver, en automne, il perd ses feuilles, en hiver, il est au repos, au printemps, il reprend ses feuilles, en été, il en a plein. Pourquoi il a plein de feuilles en plein été? Et parce qu'il sait qu'en plein été, il y a le soleil, qui est au maximum. Donc, il va essayer de se bagarrer contre. Donc, je cultive du maïs. Donc, j'ai rien en hiver, en automne, j'ai récolté, j'ai plus rien, j'ai rien en hiver. Je sème au printemps et en plein été, j'ai plein de maïs. Ça pourrait nous aider beaucoup. Vive le maïs! Parce que quand j'ai du blé, c'est une catastrophe. Je le sème à l'automne, donc il n'y a pas grand-chose, en hiver non plus. Ça commence à pousser au printemps et je le récolte à la fin du printemps, début de l'été. Il n'y a plus rien l'été et ça s'appelle une canicule. Parce que le soleil est au maximum, il va chauffer le sol nu et il va détruire tout ce qu'il y a. Et en fait, votre problème de réchauffement climatique, c'est un problème qui suit la plante et la couverture des sols. Et le soleil qui sème la zizanie, parce que c'est lui qui chauffe. Vos plantes, elles brûlent toutes seules. Donc là, on est inquiet. Vous pouvez faire ça tous les ans. Ça, c'est l'équation qui montre que l'oxygène met le feu en présence de chaleur. Ça s'appelle un moteur à explosion. Comment vous brûlez du carburant? C'est bien que vous mettez de la chaleur et de la pression et que vous envoyez une étincelle. Et donc, les plantes, en fait, elles sont en danger face à la chaleur. Alors, on le vérifie très simplement avec les paysans. Le même jour, le sol nu est travaillé 36 degrés, il y a de la paille, il est à 26, et à l'ombre des arbres et de la paille, il fait plus que 21 degrés. Donc en fait, on est obligé de dire un truc très simple, les plantes refroidissent la terre. Point barre. C'est même pas possible d'aller plus loin. Le réchauffement climatique serait lié à un manque de plantes sur la planète. Tu ne crois pas ça? Et on en est tellement sûr que regardez la petite photo que je vous ai mise et cherchez l'erreur. Là où l'homme a sévi depuis au moins 10 000 ans, désert, et on finit en Chine. Là. Et nous, on est en train de continuer la désertification, c'est-à-dire que nous supprimons les plantes. Nous déforestons l'Amazonie, nous supprimons les plantes. Et donc, on a enquêté sur ces satanées plantes. Et donc, on a compris qu'elles nous faisaient du froid, tout simplement. Et en fait, ça se fait avec un simple téléphone infrarouge. Eh bien, ici, vous avez un pissenlit sur du goudron, et là, vous avez sa photo infrarouge. Le bleu, c'est froid, et le rouge, c'est chaud. Vous faites ça en ville, partout, pour savoir les îlots de chaleur ou les îlots de fraîcheur. Et on sait le climat, donc on a regardé le climat. En fait, pour avoir le désert, vous devez mettre une agriculture au garde à vous, comme la font les militaires du NPK et de la chimie. Parce que c'est d'eux qu'on a hérité cette agriculture-là. Parce que pour faire durer la guerre dans le temps, il faut que l'agriculture utilise des nitrates, des phosphates et des pesticides. Parce que ça vous fait des explosifs et des bombes chimiques. Mais non, mais il faut être clairvoyant. Moi, j'y suis dedans tous les jours dans ce bordel. Et en fait, on se rend compte que de l'eau, vous en avez avec la rosée. Mais en fait, quand vous avez tout le monde au garde à vous, le vent, il passe et il ne peut pas climatiser. Pour climatiser, vous devez avoir des végétaux très irréguliers pour que ça fasse des tourbillons
il fait chaud et il fait froid, et ici vous allez créer de l'humidité. Et donc l'eau, c'est un truc qui marche avec les plantes, ça marche comme ça, c'est super. On a commencé à faire nos agricultures sur ce modèle-là. Partout où il sort de la vapeur d'eau, c'est des zones basses de la forêt. On le voit très bien ici avec une forêt où vous avez des résineux et là une clairière basse et des arbres un petit peu plus hauts, des feuillus. Et en fait, on se rend compte que vous allez condenser de l'eau et que l'eau, c'est toujours la même qui fait pousser toutes les plantes parce qu'elle est recyclée en permanence. Et là, vous êtes mal, quand vous avez une vache qui mange de l'herbe, eh bien, il n'y a pas 15 000 litres d'eau dans l'herbe ou dans la vache. C'est toujours le même litre qui s'évapore avec la plante, évapotranspiration. Si le système végétal est bien fait, il va condenser de l'eau qui fait pleuvoir et progresser les plantes et la pluie. S'il ne pleut plus à Toulouse, c'est parce que le Gers est en cours de désertification. Et s'il ne peut plus à Carcassonne, dans les Corbières et dans le Roussillon, c'est parce qu'on a désertifié le Lauragais. Regardez bien, je fais du blé dur avec du tournesol. Le tournesol, je le sème en avril. Donc avant qu'il fasse de la photosynthèse, on est au mois de mai. Donc évapotranspiration, mai, juin, juillet, août, il mûrit. Terminé. 3 mois de fraîcheur, c'est mieux. Et puis après, je sème du blé. Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, je sème du blé en novembre. Donc il ne fait rien, pas de photosynthèse active avant avril ou mars. Donc mars, avril, mai, juin, il est mûr. Deuxième année. Conclusion, sur 24 mois, j'ai 7 mois d'évapotranspiration qui fait du froid et de la fraîcheur avec la photosynthèse. Donc cherchez l'erreur. Il n'y a pas d'eau, cherchez l'erreur. C'est une agriculture de merde. Qui fait le désert, en fait, réellement, exactement comme dans le croissant fertile. Et les gars nous l'ont prouvé, on a une scientifique qui s'intéresse à ça, qui nous montre que si on veut de la pluie en Chine, ça démarre en Bretagne, dans l'océan, et il faut que les plantes nous transportent de l'eau tout du long, tout du long, tout du long. Et si vous coupez les plantes, vous faites le désert, en fait. Pas de plantes, pas d'eau. Donc, on est un petit peu inquiet. Donc, on s'était intéressé aux vaches et aux gaz à effet de serre, le fameux méthane des ruminants. T'en foutrais, c'est n'importe quoi. Le méthane, ça dure 12 ans dans l'atmosphère et pendant 100 ans, vous avez du CO2. Et quand le méthane se transforme, en fait, du méthane plus de l'oxygène, ça vous donne du CO2 et de l'eau. Donc, en fait, une vache qui rumine, elle sert à faire pousser les plantes. Mais oui. Donc plus vous aurez de vaches, plus vous aurez de plantes, parce que vous avez besoin du bocage, des plantes hautes et des plantes basses, qui s'appellent de l'herbe. Et vous aurez de la pluie. Enlevez les vaches, faites de la nourriture artificielle, cultivez du blé, vous aurez le désert. Mais ils veulent aller sur la Lune, donc c'est normal. Mars. Étape Lune. Voilà les fermes à quoi elles ressemblent aujourd'hui, on les a modernisées, il y a des toits solaires, on fait du biogaz. En fait, on calcule que si les agriculteurs rentrent là-dedans, tous, en France, vous produisez autant de courant et d'énergie que toutes les centrales nucléaires françaises. Pour ça, je me suis fait engueuler par le corps des mines, qui ne veut pas de ça. Donc on a dit, mais c'est pas mal, c'est l'équivalent de tout le gaz naturel que vous achetez. C'est dérangeant. Vous dépendez plus de Poutine, vous devenez autonome. Et en fait, de l'énergie, il y en a plein, parce qu'on pourrait en plus faire des économies. Donc, on continue, donc on se dit, mais qu'est-ce que va pouvoir vendre un paysan demain, s'il est dans cette agriculture où il recycle tout? Eh bien, aujourd'hui, il fait de la nourriture, de bien-être animal, du goût, de la quantité, de la qualité, c'est pas payé très cher, il est en crise, mais demain, il pourrait vous vendre du paysage, de la biodiversité, de la pluie, du climat, où il pourrait vendre de l'eau propre, séquestrer du carbone, pas d'émissions de gaz à effet de serre, il pourrait vendre de l'énergie, il pourrait vendre des aliments de bonne qualité pour votre santé. Il va vous vendre la santé. Donc il y en a plein de choses à vendre si on voulait. Hein? Oui, c'est si. Donc on voit bien qu'il se passera plein de choses. Du coup, on a regardé le carbone et les plantes. Un pauvre petit blé, 7 tonnes de carbone à l'hectare. Voilà, ça c'est sa biomasse totale, le grain, la paille, les racines
et tout ce qu'il y a dans les racines. Si je fais 2 cultures par an, le blé plus un couvert végétal d'été, et que je donne du peps à ce couvert végétal, j'ai 12 tonnes et demie de carbone séquestrées de l'atmosphère. Et si je rajoute un arbre, j'arrive à 16 tonnes et demie sur un hectare. C'est la quantité de carbone que je peux prendre dans l'atmosphère. Et donc on constate que si on change d'agriculture, si on va vers l'agroécologie, on peut multiplier quasi par 2,5 le potentiel de récupération du carbone atmosphérique. Et donc on peut dire sans hésiter une seule minute, vous avez des problèmes de réchauffement climatique, eh bien la seule ingénierie climatique rentable pour l'humanité, ce sont les agriculteurs et la réintroduction des plantes, alors qu'ils font des sols nus et labourés partout. Donc on a des exemples, on fait du maraîchage sur sol vivant. Ça pousse avec 0 engrais, 0 pesticides. On a des réseaux de maraîchage sur sol vivant. On a des réseaux, en fait, il n'y a que la paille qui va être digérée par la biologie du sol, et ça fait pousser les plantes. Donc c'est mon collègue, j'avais commencé ça avec François Mullet, mon collègue, là, et on fait la même chose pour les agriculteurs, on sème directement du maïs dans du couvert végétal. On a ouvert un nouveau projet, ça s'appelle les serres de Marcel, de l'agroécologie high-tech. Alors qu'est-ce que c'est les serres de Marcel? En fait, c'est des expérimentations qu'on mène là en réseau, mais je mène ça avec François Mullet. On essaye de faire pousser des plantes tomates dans des plantes qui poussent à leurs pieds sans jamais biner, travailler la terre et la remuer ou quoi que ce soit. On nourrit le sol et c'est le sol qui fait le job pour que la plante pousse. Donc ça y est, on est arrivé au bout, on a 3 ans d'expérimentation, on sait faire. Donc c'est assez intéressant. Intéressez-vous à ça, les serres de Marcel sur Internet. Alors, ils ont un truc Facebook, je crois. Chez les agriculteurs, on fait ça. C'est-à-dire que à l'automne, on leur sème un couvert végétal de févrole. Vous voyez plein de champs verts si vous circulez un petit peu. Donc c'est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air, qui va la redonner au maïs qui suit. Et puis ensuite, on va semer directement avec un semoir là-dedans et on va écrabouiller les plantes, on va cultiver du maïs. Alors aujourd'hui, en grande culture, on cale encore un petit peu d'engrais de glyphosate, entre autres. On apprend à faire ça. Et en fait, on est dans des expérimentations de désherbage. On a un sorgho et on va semer, en fait, cette culture-là dedans, sans pesticides. Donc, premier travail, on apprend. Parce qu'il faut apprendre, quand vous avez appris à compter à l'école, ou à lire, ou à écrire, vous aviez un crayon avec une gomme. Hein? Voilà. Regardez, donc ça, c'est ce qu'on fait à la vache heureuse. Voilà, on fait de la biomasse maximum pour nourrir les vaches. Une partie va pour nourrir le sol. C'est des mélanges avec des légumineuses. Ce que là, il fait 2 mètres de haut, hein, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Là, en fait, c'est les premiers essais de désherbage à 90 quintaux de blé, sans mettre de produits phytosanitaires aucun. Donc, voilà. Donc ça prend un petit peu d'azote encore, et on se rend compte que là, on sème du blé dans des mauvaises herbes. Ça s'appelle du kénopode, de l'amarante, de la matritaire. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, c'est super, super propre. Je crois que j'ai une photo plus grande. Voilà. En fait, je sème ici dans une forêt vierge d'amarante, de kénopode et de matritaire et Dieu sait quoi. Ce sont des plantes d'été. Si je cultive directement une céréale d'hiver, tout va crever, me faire un paillage protecteur et nourricier pour le sol, pour mon recyclage, et le blé pousse tranquillement à travers. Donc voilà ce qu'on fait à la vache heureuse, voilà ce qu'on fait avec les paysans, voilà ce qu'on construit en réseau. Et ce gars-là, en plus, il lui produit des patates, donc on essaye de caler les patates dans ce système-là. On a donné tout le modèle pour faire du désherbage biologique, donc on va copier la prairie avec tout ce qu'elle a dedans. On construit des prototypes de machines avec les paysans pour désherber sans chimie. Ça, c'est des bineuses qui binent la paille et les mauvaises herbes vivantes. Alors, c'est des rouleaux pour pas que ça bourre, c'est tout. Donc, voilà les photos de ce qu'on peut faire. Et puis après, on a été vérifié pour nos gaz à effet de serre. Donc, aux États-Unis, après le Dust Bowl, depuis 70 ans, ils construisent une agriculture où ils sèment directement le maïs et le soja dans la paille. Et on braque le satellite, ces données sont ouvertes, elles sont publiques, hein, c'est Sentinelle. Vous braquez le satellite et vous demandez au satellite la température du Dakota. Voilà. Et en fait, il va arriver en bleu. Et en bleu, c'est 2 degrés de moins
que le reste de la zone. Donc vous avez un accord de Paris sur le réchauffement climatique qui vous dit qu'il ne faut pas que ça chauffe. Et il y a des gars qui l'ont déjà fait. Eux, ils ne sont pas à plus 2 degrés, ils sont à moins 2 degrés. Et en fait, quand on braque le satellite, on se rend compte que, ben oui, super, la photosynthèse refroidit la Terre. Si je couvre le sol en permanence, j'ai un impact climatique démontré et prouvé. Et donc, le projet, c'est pas de gérer du CO2, c'est de gérer les plantes. Il faut couvrir le sol et gérer des plantes partout, partout, partout. Et on a des règles de gestion qui sont apparues pour vous. Hein, c'est quand les plantes poussent et que j'intensifie la productivité des plantes, je dois d'abord m'occuper du sol, puis des hommes et des animaux, puis je fais de l'énergie et de la fibre, et après il m'en restera pour la chimie verte. Et donc, on fait des blagues. J'ai trouvé mon climatiseur de la planète. Voilà, et ça s'appelle un arbre. Et du coup, on a plein de petits trucs qui arrivent comme ça. Et donc, pour finir, en fait, si vous avez peur du réchauffement climatique, voilà ce que nous ont dit les scientifiques 2006, quasi 20 ans déjà, et vous ne savez même pas que ça existe. Donc, ils nous ont dit que pour baisser le réchauffement climatique, vous avez 15 technologies. Les végétaux, non, les voitures qui consomment 2 fois moins. Voilà. Donc, c'est pas des SUV à l'essence, c'est plutôt des Clio diesel, ce truc-là. Cherchez l'erreur. Hein. C'est-à-dire qu'on vous fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Et puis après, vous avez une technologie intéressante. Alors, vous pouvez prendre les transports en commun, le vélo et tout le reste, mais vous pouvez arrêter de déforester et faire de l'agriculture qui couvre les sols, avec la replantation de 400 millions d'hectares sur la planète. Et puis après, j'ai de l'énergie nucléaire qui sont des systèmes de transition, mais j'ai de l'énergie éolienne, solaire, j'ai de la biomasse pour produire des biocarburants, et donc je peux en faire quelque chose. Et en fait, voilà ce qu'ils ont déterminé, ces scientifiques. Là, ils ont dit que si ça s'est mondialisé, si ces technologies-là se mondialisent, pour chaque technologie mondialisée, vous baissez 1 milliard de tonnes de carbone les émissions sans jamais toucher à votre confort. Donc on sait faire, et donc ça marche comment ? Donc voilà, on va utiliser les technologies de l'agriculture, par exemple, mais de la ruralité, réellement. Toutes les petites villes, etc., peuvent rentrer là-dedans. Et du coup, maintenant, vous avez un problème exponentiel, la montée vers l'infini des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas de plan B. Hein. À part le pétrole, le charbon, il n'y a pas de plan B. Si vous avez suivi la COP 27 ou 26, ou je ne sais pas trop laquelle, à Dubaï, là-bas, le président, c'était un vendeur de pétrole, hein. Il ne faut vraiment pas se tromper du symbole. On n'a pas mis une plante comme président. On a mis un vendeur de pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en bouffer de plus en plus du pétrole, en fait. Et donc, c'est une exponentielle d'émissions. Vous allez arriver à 16 milliards de tonnes. Et puis, maintenant, comment on baisse une exponentielle? En fait, ça se casse. Voilà. Première technologie, je vais arrêter de labourer la terre, je vais semer directement et ça me fait diviser par 2 l'utilisation de carburant. Premier travail, j'ai déjà gagné. Donc je peux le faire avec les voitures, avec tout le reste. Deuxième travail, eh bien, je couvre les sols et j'y remets de l'humus dedans avec la fertilité organobiologique. Je rajoute des arbres, je refais des haies, du bocage. Donc c'est simple. Hein. Et puis là, j'ai déjà 3 technologies qui me baissent les émissions. Mais c'est mondial que ça doit se faire. Et puis je vais arriver avec des biocarburants de première génération. Du colza, par exemple, des betteraves, enfin, peu importe, c'est pas si grave que ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous mangez. Si vous avez assez à manger, c'est bon. Et puis on pourrait faire des carburants de deuxième génération, de l'hydrogène avec du biogaz, si on veut. Hein. C'est facile à faire aujourd'hui. On peut mettre des éoliennes et on peut mettre des toits solaires. Hein. Et en fait, on se rend compte que quand vous allez aligner les technologies, vous allez baisser les émissions parce que non seulement vous allez moins polluer et vous allez substituer. Et vous avez un super capteur, rendement maximum du végétal partout, qui vous enlève le CO2. C'est super facile en fait. Et si vous rajoutez des technologies, vous baissez pour de bon. Et donc pour le grand public, ça s'appelle comment? Moi je sais mon agriculture, pour le grand public, ça s'appelle
les maisons passives, enfin tout ça, mettez des toits solaires, des trucs biodynamiques, des pompes à chaleur, etc. Quel est l'intérêt d'une pompe à chaleur? C'est de vous rendre autonome, à condition que vous n'ayez pas le courant à acheter, parce que dès que vous investissez dans une pompe à chaleur, vous quadruplez ou quintuplez la consommation de courant dans un ménage. Et donc, pour ne pas être dépendant de la consommation d'électricité d'EDF, vous devez avoir des panneaux solaires systématiquement couplés à une pompe à chaleur. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est juste de l'arnaque. Et qui est-ce qui veut vous arnaquer sur ce coup-là? Sur le coup de la pompe à chaleur sans les panneaux solaires? Et oui, je connais un milliardaire qui s'appelle EDF au niveau de l'État. Et c'est un truc assez extraordinaire. Vous achetez du courant, là, ici, avec des euros, et vous avez acheté des petits électrons. Et où est-ce que vont les euros? Ils vont, pour nous, ils vont à l'État, chez EDF. Qu'est-ce que c'est EDF? C'est un milliardaire monopolistique, d'accord, qui jouit d'un aspirateur à euros. Et donc, si vous installez des pompes à chaleur sans mettre les panneaux photovoltaïques qui la font fonctionner, eh bien, vous allez vous trouver à consommer encore plus d'euros de courant qui ne fait qu'augmenter en prix. Et donc, vous avez un arnaqueur industriel qui s'appelle l'État ici. Pour nous, c'est l'État. Pour d'autres, c'est des sociétés privées. Donc, imaginez maintenant que ici, vous n'avez plus besoin de ça. Qu'est-ce qui va se passer chez EDF? Eh bien, maintenant, vous allez faire l'inverse. Vous allez vous envoyer des électrons ici, et lui qui est obligé de vous renvoyer des euros là. Est-ce que vous avez entendu Macron, par exemple, programmer une nouvelle loi sur l'énergie qui stipule l'autonomie des ménages, la politique de l'habitat, pour vous rendre autonome? Alors c'est encore mieux avec une petite voiture électrique. Vous faites le plein chez vous, vous faites plus chez Leclerc ou chez je sais pas qui. Donc vous faites encore des économies pour tout ce qui est de la proximité. Et on voit bien que ce monde-là, ils n'en veulent pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que tant que vous êtes dépendant, eh bien ils gardent leur aspirateur à milliards. Et donc le projet, ce n'est pas l'autonomie. C'est la dépendance. Et donc, tout le débat de la mondialisation avec l'agriculture, il vous montre que si vous restez dans la dépendance, vous devez entrer dans le cycle pour que ça fonctionne. Et à un moment donné, ici, si je produis trop de courant, moi, sur ma maison, qu'est-ce que j'en fais si l'État ne veut pas me le payer? Eh bien, je peux encore le donner à un voisin. Alors le voisin, s'il ne vous paye pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera super, il va vous inviter à un gueuleton, vous allez boire un coup, vous allez faire une chouille. Enfin, ça pourrait être un petit peu différent dans la morosité sociale. Enfin, il y a plein de possibilités. Il pourrait peut-être vous aider à faire un jardin permacole. On ne sait pas. Et donc, on se rend compte que ce débat-là, il est terrible. On a mis les doigts dans l'agroécologie. On sait faire plein de choses. Et en fait, dans la crise agricole, est-ce que vous entendez parler d'agroécologie? Très peu. Et le seul qui parle d'agroécologie, c'est un mec qui s'appelle Marc Dufumier. Si vous avez regardé ses politiques dimanche, vous tombez médusé. Le mec qui fait fuir tous les paysans. Pourquoi? Parce que lui, il veut faire de l'agroécologie en travaillant la terre. Cherchez l'erreur. Et donc, c'est compliqué. En fait, pourquoi le mot agroécologie n'est pas prononcé? Parce que s'il était prononcé, ce serait une vraie révolution. Une révolution qui fait zéro mort, qui crée de la richesse, qui crée de l'espoir, qui vous permet d'avancer. Donc voilà un petit peu ce qu'on m'avait demandé de vous exposer. Donc n'ayez pas peur. Là, on pourrait entamer un débat toute la nuit si vous voulez. Place aux questions.
Et donc, je sais pas, je reste là pour y répondre de toute façon. Alors, il y en a une ici, là, déjà.